pas l'article avec moi, monsieur, mais je vous le dis, si on n'est pas capable de voir vos enfants, OK? il va peut-être avoir le déclenchement d'une alerte Amber. Vous allez vous faire intercepter par des policiers en haut risque avec des gyrophares. L'ordonnance, elle est valide, alors on commencera pas à jouer à ça, là. Non, non, ben je joue pas à rien, je veux L'article, juste je l'ai pas savoir ce qu'il y en contre est. moi. Pourquoi que là, vous Et je êtes vous méchant dis avec qu'on moi? doit Je veux voir juste poser des questions, je connais rien. Je connais Devez-vous rien, madame. rapporter un service de police. Madame, je connais rien, je vous pose des questions. Vous êtes une policière, vous êtes un enquêteur, je vous pose des questions, c'est normal, non? What kind of world are we living in? Many Canadians are seeking asylum in the United States who hope to flee the country permanently due to Prime Minister Justin Trudeau's pandemic policies. If you don't want to get vaccinated, that's your choice. But don't think you can get on a plane or a train beside vaccinated people. Many people now feel oppressed and unsafe in one of the countries that, according to the 2015 Legatum Prosperity Index, created by the Legatum Institute, Canada was the freest country in the world. Now, not only the people are escaping their home country, but some need to flee from their province because of the threat to have their children taken away from them. The province of Quebec has adopted Bill 15, which prioritizes the interests of children over parents. This gives to the state more power over children than their natural parent. This law was first introduced by Lionel Carman, Minister of Health and Social Services, in December 2021 and was unanimously adopted on April 14, 2022. Many parents have automatically expressed many concerns about this new law. Today, we see the repercussion on some families, and it is the case of Jean-François Brazeau, who had to flee the province of Quebec with his 3 children and his wife because the state wanted to take away the custody of his children due to a problem related to homeschooling that ended badly. The DPG, Department of Protection of Youngness, was involved on several occasions until the decision was rendered. Today, Jean-François explained to us how the situation could degenerate to such a point. Ils n'ont pas de service. Fait qu'à la maison, on a essayé de développer le plus qu'on pouvait. Même avec le neurologue, on nous avait donné des trucs, mais on n'avait pas assez d'outils avec nous pour pouvoir le développer. Fait que ça a été aussi dans nos discussions avec la directrice pour pouvoir offrir les meilleurs services aux 2 enfants, leur donner une chance d'avoir un secondaire 5 puis pouvoir faire les métiers qu'ils veulent. Alors, on a décidé de faire l'enseignement à la maison. Puis, tant qu'à garder les 2, ben, on a gardé le plus vieux aussi, que lui avait un peu plus d'intimidation. Tu sais, vraiment, vu son rôle de grand frère, je pense que c'est ce qui l'a sauvé dans son intimidation parce que, vu qu'il avait ses 2 petits frères à protéger à l'école, mais tu sais, il est tout le temps avec eux, il essayait de les protéger. Fait qu'on a commencé l'enseignement à la maison. Il y a eu la COVID. Fait qu'on s'est mis tout de suite à pratiquer, à avoir du fun, à comprendre que, pour être honnête, on s'est arraché les cheveux de la tête très rapidement parce qu'on a vu que nos enfants n'avaient pas les bonnes bases, n'avaient pas les bonnes compréhensions. On a commencé à stresser un peu, à savoir comment fonctionnait l'enseignement à la maison. On a posé des questions. On a demandé de l'aide pour remplir le premier rapport à dans le fond, à ma belle-sœur, parce que ma belle-sœur a travaillé dans le domaine, fait qu'elle nous a aidés pour faire le premier projet d'apprentissage, nous expliquer. Fait que quand on est venu pour faire l'inscription pour la 2e année, on avait reçu en février un courriel, dans le fond, dans la première année, du Centre de services scolaires Marie-Victorin, qui nous disait que si on voulait inscrire nos enfants à l'école l'année prochaine, qu'on devait remplir l'inscription, la fiche d'inscription qui était jointe avec le courriel, mais que si on continuait l'enseignement à la maison, mais il ne parlait pas de remplir de fiche d'inscription. Fait qu'on s'est fait, c'est parfait, fait que ça doit être comme à l'école, les inscriptions se font automatiquement. On reçoit un appel du Centre de services scolaires Marie-Victorin vers la fin du mois de septembre, puis elle nous dit qu'ils n'ont pas l'inscription de nos enfants. Fait qu'on dit à la dame, on dit, ben, c'est excuse, mais tu nous as envoyé un courriel. Puis en plus, la dame qu'on parle au téléphone, c'est la même qui nous a envoyé le courriel là, en février, là. Mme Sabrina Dado, des Centres de services scolaires Marie-Victorin. Puis là, elle nous dit, ben, monsieur, vous êtes de mauvaise foi, on vous dit que l'inscription n'est pas faite. Fait qu'il faudrait que vous faites l'inscription. Puis je fais, bien, madame, je veux bien faire l'inscription, mais vous nous avez dit que c'était déjà fait. Puis notre personne de ressources nous dit, monsieur, vous êtes de mauvaise foi, j'appelle la DPJ. Elle raccroche.
On a la première fois la DPJ qui nous appelle quelques jours plus tard. Cette dame-là nous dit qu'on est dans l'obligation de faire l'inscription de nos enfants à la direction de l'enseignement à la maison, que notre enfant, c'est la seule façon qu'il n'ait pas, dans le fond, qu'il puisse avoir une dispense pour l'obligation de fréquentation scolaire. Puis là, on explique à la dame, on dit « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Regardez, on a reçu ce courriel-là, puis on lui a envoyé le courriel. » Elle nous dit « Monsieur, peu importe, vous avez beau penser ce que vous voulez, la plainte, c'est confidentiel, puis je ne vous dirai pas qui l'a envoyé. » Ben, madame, on sait c'est qui l'a envoyé. Elle nous l'a dit au téléphone, puis bizarrement, vous appelez 2-3 jours plus tard. On vous donne juste la preuve pour vous montrer qu'on n'est pas de mauvais parents. Monsieur, faites juste l'inscription de vos enfants, puis on va fermer le dossier. Fait qu'on a fait la fermeture, on a fait les inscriptions. Ils ont fermé le dossier. On a la preuve qu'ils ont fermé le dossier. Ils disent carrément que c'est terminé, parfait, dossier est fermé, merci, bonsoir, les enfants sont inscrits. On rencontre notre nouvelle personne de ressources, Mme Julie Bissonnette, début octobre. On y envoie des documents. Mais non, ce n'est pas correct. Lors d'un appel téléphonique, elle nous dit qu'elle veut avoir des bonifications sur les projets pour les activités qu'on devrait faire. Puis là, elle dit, monsieur, c'est l'article 4, vous devez la respecter. Ils nous ont envoyé le 23 novembre une lettre, une mise en demeure, nous disant qu'il fallait qu'on fasse ces bonifications-là, puis on avait seulement 30 jours pour les faire. Encore là, je me suis ostiné avec ma personne ressource pour pouvoir dire, madame, il y a l'article 8 de votre réglementation qui peut demander, on peut demander au ministre une dispense pour l'article 4 sur certaines choses. Donc, les bonifications que vous demandez pourraient être dans la dispense, puis on pourrait continuer à avancer. Nos enfants, ils ont des handicaps reconnus avec les papiers neurologues. Fait qu'on devrait avoir accès à cette dispense-là. Le 5 janvier, on reçoit un document qui dit qu'on est rejeté du programme. On a contesté. Fait que là, notre dossier est fermé le 5. On a contesté le 7 par mise en demeure. On n'a pas pu les envoyer par huissier ou autre. On était pognés à la maison avec la COVID. Fait qu'on envoie par mise en demeure. On reçoit le 10 janvier au matin, ou en début d'après-midi, on reçoit un courriel de la direction de l'enseignement à la maison. Maintenant, c'est la coordinatrice, Mme Juliette Da Silva Matos. Elle nous dit on va faire une rencontre. T'sais, ils font l'accusé de réception de la mise en demeure. Ils disent on va faire une rencontre le 13. J'ai 3 jours pour me préparer. Puis pour pouvoir assister à cette rencontre-là de contestation, mais il faut que je remette mes 3 projets d'apprentissage avant la rencontre avec les bonifications demandées le 23 novembre. Je fais comme, non, je m'obstine pour ça. Je ne sais pas si on est chanceux ou on est malchanceux, mais le 11 janvier, on reçoit l'appel téléphonique au matin de l'école Maurice-Duplessis parce qu'ils disent que nos enfants sont inscrits à leur école. On n'a pas fait aucune inscription. Mais le 11, on a un appel de Maurice-Duplessis puis de Monseigneur parent nous dire que nos enfants sont absents à leur école. Oh oui, on a fait cette réaction-là. J'ai fait une mise en demeure à Maurice-Duplessis et à Monseigneur parent. Je leur ai expliqué les raisons dans les 2 mises en demeure, puis je leur ai envoyé aussi la mise en demeure de contestation qu'on a envoyée à la direction de l'enseignement à la maison. Là, on ne comprenait plus rien. Fait qu'on continue à s'obstiner avec la direction de l'enseignement à la maison. Avec l'incendie, ça a pris, je pense, une couple de jours qu'ils comprennent que là, on ne pouvait plus donner des preuves de nos programmes. Puis en plus, on s'obstinait sur le programme. Fait que je pense que c'est le 18 qui a compris la situation, puis elle a dit « Oh, on vient de comprendre, genre, dans le courriel, vous allez voir. » Elle donne accès à une dispense. Elle dit qu'elle va appeler le centre de service scolaire Marie-Victorin pour leur dire que la dispense, elle va rester active à cause de la situation jusqu'à temps qu'on ait eu la rencontre. Le 2 février, je reçois un courriel pour la prochaine rencontre, la 2e rencontre. Puis on est déjà, le 2, sans que la rencontre ait lieu, on n'a plus la dispense. Elle nous l'enlève à ce moment-là. Nos enfants n'ont plus de dispense de fréquentation scolaire, donc on retombe encore à risque de beaucoup de problématiques. Là, elle nous dit cette fois-là, pour pouvoir assister à cette rencontre, il va falloir qu'on donne les projets d'apprentissage avec les bonifications demandées le 23 novembre à notre personne ressource, sans quoi elle ne pourra pas assister puis la rencontre ne pourra pas avoir lieu. Je suis fâché, ma femme est à côté de moi, on s'arrache presque les cheveux de la tête. On est vraiment là, désolé là, du bon québécois, mais vous comprenez, tu sais. Puis on conteste. On renvoie une contestation courriel. Elle nous renvoie un courriel
en nous disant « La rencontre doit avoir absolument lieu le 7. Vous avez juste à nous donner les bonifications à nous. » Je conteste les bonifications. Je conteste leur décision, puis leur décision est basée sur les bonifications. Fait qu'on lui dit, on va en parler à notre avocat. Moi, je ne donne rien de ça. Notre dossier, on reçoit par courrier, on reçoit une lettre signée de la directrice de l'enseignement à la maison, Mme Kelly, que nos dossiers sont fermés. Parce qu'on n'a pas respecté, genre, à redonner les documents comme tu voulais selon l'article 4 ou l'article 5 aussi. Mais aucune mention qu'on conteste avec leurs articles. Fait, notre dossier il est fermé. On reçoit un courriel le 14 février. On reçoit un courriel du Centre de services scolaires Marie-Victorin nous invitant à inscrire nos enfants à l'école, que nos enfants devront être inscrits à Monseigneur-Parent puis à Mauricelle-Duplessis. Le 15 au matin, on reçoit un appel de Mauricelle-Duplessis puis de Monseigneur-Parent. Nos enfants ne sont pas à l'école. Le 16, en plus d'avoir parlé avec eux le 15, le 16, je me présente dans chacune des écoles, réexpliquer la même situation, expliquer qu'on n'a pas fait l'inscription de nos enfants. C'est totalement illégal ce qui est en train de se passer. Nos dossiers ont été fermés à la direction de l'enseignement à la maison parce qu'ils ne veulent pas appliquer leur article 8, qui est une dérogation. Puis en plus, ils ne respectent pas la loi sur l'enseignement parce que l'article 1, c'est tout enfant, on a le droit à tout programme privé, à tout programme du gouvernement du Québec. Fait que, je ne vois pas pourquoi on est refusé ou notre dossier se ferme. Bien, ce monsieur-là, dans sa lettre, parce que là, on a la preuve que c'est lui qui a fait une des plaintes sur les 3 enfants, qui a fait la plainte sur Jeff. Il dit dans sa plainte que, dans le fond, il nous a téléphoné le 15, on s'est rencontrés le 16, puis qu'il nous laissait quelques jours pour régler la situation de la non-fréquentation scolaire de nos enfants, sans quoi il faisait une plainte à DPJ. Le 17 mars, ils font leur plainte à la DPJ. Ce qui est écrit dans la lettre, c'est qu'il dit que mon enfant a accumulé trop d'absences, et ça depuis le début de l'année scolaire. Mais j'ai été sorti du programme, finalement, le 7 ou le 8 février. Fait que là, ils font un faux signalement. On a la lettre. On reçoit un... Puis là, ça, écoutez bien, ça, c'est la plainte pour mon fils Jeff a été déposée le 17 mars. OK? Mais moi, je reçois un appel le 15 mars, 2 jours avant de la directrice de la protection de la jeunesse, pour me dire qu'ils ont un signalement de non-fréquentation scolaire pour mon fils Alec. Puis la plainte a été faite dans les alentours du, si je ne me trompe pas, du 24 au 25 février, que vous pouvez voir là, que j'ai eu en échange là, avec la DPJ là, qui m'ont donné en information. Fait que là, on fait, ben là, on ne comprend pas, on n'a même pas reçu aucun appel de l'école, sinon des preuves d'absence de l'école. Puis on s'aurait attendu plus de notre fils. C'est juste lui qu'on a eu vraiment des appels de direction, puis qu'on a des preuves qui nous appelaient pour nous parler que nos enfants, que Duchamp n'était pas à l'école, là, des absences. Puis ce qui était bizarre, c'est que dans les fiches d'absence, dans une journée complète, il y a 4 périodes à l'école. Mais oups, il y en avait 2 qui étaient absents, mais ils étaient présents les 2 autres. Fait que tu sais, c'est comme, vous n'êtes même pas capable, en plus de prendre des présences. Quand on parle avec la première représentante, je dis que j'enregistre, à me chialer au téléphone, je ferai l'appel, que je n'avais pas le droit. Fait qu'on l'a même écouté. Au début, je n'étais pas trop sûr. Je ne connaissais pas encore totalement mes articles. Puis, elle nous a dit, c'est beau, je regarde ça, je vous rappelle. On a parlé environ pas loin de 30 minutes. Je l'ai rappelé 2 fois par la suite parce qu'on n'avait pas de retour. J'ai laissé 2 messages, elle ne m'a jamais rappelé. On reçoit par la suite, le 14 avril, un appel d'une autre intervenante, Marie-France Bergeron. Je vais parler avec elle 2 appels qui vont durer au total 2 heures. Puis j'y explique toute la situation, comme je vous l'explique, que c'est du gros niaisage, on a l'impression d'être niaisé, on ne nous écoute pas. Puis on me dit, ben, tu sais, monsieur, vous avez juste à coopérer. Je fais, ben, non, ça ne marche plus, là, c'est plus de la coopération, là, c'est de l'obligation, madame. Ben là, monsieur, si vous coopérez, ça pourrait bien aller. Fait que je propose d'y envoyer toutes mes preuves de ce que je dis, me disant qu'elle a parlé avec la direction de l'enseignement à la maison et que cette année, je n'ai pas à remettre de programme ou les programmes, tout est correct pour cette année, je ne peux pas. Mais l'année prochaine, par exemple, je vais pouvoir réinscrire mes enfants et fournir les bonifications demandées. C'est ça qui est écrit. Là. Je vais pouvoir fournir les bonifications demandées. Est-ce que je peux savoir pourquoi que la DPJ nous écœure de même? Ensuite,
On parle avec elle, elle nous envoie un autre courriel, elle nous dit, tu sais, mon petit conseil, M. Brazeau, si vous inscrivez vos enfants avant le mois de juillet, puis toutes les choses sont en bonne et due forme, ça va être la meilleure façon pour faire fermer le dossier de la DPJ. On a décidé de ne pas le faire. T'sais, on ne voyait pas dans la loi quelque chose qui nous obligeait à le faire, puis qu'on pouvait faire l'enseignement à la maison. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter, on va attendre, puis on va voir où c'est que ça va aller, parce que là, c'est pas vrai qu'on va se faire bafouer comme ça. On a un appel téléphonique début juillet, si je ne me trompe pas, c'est le 10 ou le 11 juillet, de Eduardo Max Ramirez Guillen, qui a un titre de criminologue quand il nous envoie les courriels. Quand il a appelé, la première chose que je lui ai dit, c'est non, on ne dit rien au téléphone. Ça va être des communications par courriel. Moi, je veux garder des preuves de ce qu'on se dit. Parce que vous avez de l'air d'interpréter tout ce que vous voulez, vous enregistrez nos appels, vous faites des choses, ça ne marche pas. C'est par courriel. Ça ne marche plus. On a fait la préparation de notre mise en demeure. On y a envoyé une mise en demeure. On y a fait parvenir par huissier de justice le 22 juillet. Parce que je l'aurais fait un peu avant, mais il me manquait des informations pour faire une mise en demeure quand même convenablement. Fait qu'on a recommencé à échanger des alentours, si je ne me trompe pas, du 16 ou du 18 pour avoir des informations sur les dates de signalement. C'est quoi le type de signalement? Fait qu'on s'est échangé des courriels à ce niveau-là qui nous a donné l'information. Je sais qu'ils nous invitaient, ils nous avaient déjà invités à une rencontre, mais comme j'ai dit, je t'envoie une mise en demeure. Tu vas gérer avec les mises en demeure. Nous autres, on ne va pas nulle part. Puis dans ma mise en demeure, on dit bien qu'on ne veut pas faire aucune rencontre parce qu'on sait où c'est qu'ils veulent aller. On reçoit, le 27 ou le 28, on reçoit un courriel de Ramirez qui nous dit qu'on doit aller à la cour parce que là, il y a des compromissions. On reçoit, après ça, d'ici 3S16, un autre courriel avec les documents pour se présenter à la cour le 1er août. Fait qu'on n'a même pas 10 jours ouvrables pour se préparer à aller se défendre. On se présente à la cour le 1er août. Une fois là-bas, ils viennent, ils nous redonnent les nouveaux documents qu'on a déjà comme téléchargés. Puis, dans les documents, où c'est que nous, on trouve extrêmement bizarre, c'est qu'il y a un document où c'est que c'est une déclaration sous serment de M. Ramirez qui fait en disant que toutes les faits qui sont énoncés dans le document sont vrais. Fait que la problématique qu'on a eue à ce moment-là, c'est que ce serment-là est signé en date du 1er août. Mais tous les documents sont signés en date du 29. Mais on reçoit ça le 29. Fait qu'on comprend, déjà là, on ne comprend pas comment un serment peut être signé quelques jours, environ 4 jours d'avance, puis être transmis. On se présente à la cour, ils veulent nous donner des nouveaux documents, on pose des questions à savoir si c'est les mêmes documents qu'on avait reçus ou si c'était des nouveaux. Ils nous disent « Ah, c'est les mêmes, c'est les mêmes. » On a fait les vérifications, puis oui, c'était bien les mêmes. Quand nous, on vient pour s'avancer, il y a un agent de sécurité qui se met devant nous, puis il nous dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dessus. Là, on fait « Ben, pourquoi? » « Ah, ben parce que c'est pas de suite qu'ils doivent parler. » On fait « Ben, OK, c'est bon. » Fait qu'on rentre pas. Là, il vient nous voir, il nous dit on peut rentrer. Fait qu'on rentre dans la salle, les documents sont déjà déposés. On n'a pas pu s'objecter sur le dépôt de ces documents-là. La seule place aussi qu'on nous dit de prendre place, c'est dans l'audience. On est assis dans l'audience, merci, bonsoir, c'est tout. Par la suite, ce qui se passe, c'est qu'on a le droit d'interroger le témoin, qui est M. Ramirez, mais je m'avance, puis il faut que je me mette loin pour pouvoir l'interroger. La DPJ, avec la procureure, dépose un document falsifié. Ils disent qu'ils nous ont envoyé par mise en demeure le document qui prouve qu'ils nous avaient demandé une rencontre puis que la rencontre était obligatoire. Ils disent nous avoir envoyé ce document-là, je pense, le 20 juillet, mais on ne l'a jamais reçu. Puis même par courriel, on ne l'a jamais reçu. Puis M. Ramirez, puis le juge l'a aidé parce que M. Ramirez, il est en train de dire « Oui, mais tiens, on a fait des échanges de courriel puis on l'avait renvoyé en échange de courriel. » Puis j'ai fait « Ben oui, mais il n'y a pas de re devant votre courriel, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. On n'a jamais reçu, j'ai jamais reçu ce courriel-là, puis il n'y a rien. Est-ce que vous avez une preuve de nous l'avoir envoyé? » Bien, le juge a embarqué par-dessus moi, puis il a dit « Monsieur, là, ce que vous dites, c'est pas grave, là, ça ne sert à rien. Puis, monsieur, vous dites que c'était en suite de courriel, c'est beau, j'accepte la preuve. » Fait que là, on s'est senti comme pogné, on ne savait plus quoi faire. Là. Il y avait un parjure, il y avait tout. Fait que j'ai mis M. Eduardo Ramirez en état d'arrestation pour parjure. Les constables spéciaux à l'intérieur de la Cour du Québec sont venus immédiatement me prendre pour me sortir de la salle. On m'a dit qu'on pouvait m'arrêter pour entrave, que M. Eduardo Ramirez pouvait porter plainte parce que je l'avais mis en état d'arrestation, parce que je n'ai pas le droit de faire une arrestation citoyenne. J'ai téléphoné le 911.
On a fait le dispatch, dans le fond, la personne au bout de la ligne nous dit très bien que l'autorité à l'intérieur, c'est les constables spéciaux du Québec. Fait que c'est à eux que je dois me rapporter. Fait que même si je demande de l'aide policière, quoi que ce soit, je peux pas rien faire. Fait qu'on a l'enregistrement qui le montre. Ma femme, elle, pendant ce temps-là, est à l'intérieur, puis elle essaie de la questionner pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. T'sais, c'est comme ils ont essayé de nous séparer pour essayer de faire peur à un ou faire peur à l'autre. Ma femme, quand je suis rentré, elle pleurait, elle est partie dans la chambre de bain. Moi, j'étais encore là. Puis là, il y a Eduardo Ramirez qui est rentré dans la salle. Puis avec la procureure, le juge est revenu. Puis là, il est en train de s'organiser, de pouvoir faire en sorte d'avoir une autorisation pour que les agents de la paix viennent chez moi, rentrent de force, prennent mes enfants, puis les emmènent en famille d'accueil. On s'est levé, puis on est parti. On a embarqué dans la voiture, on est parti, puis en s'en allant, on entendait les sirènes de la voiture de police s'en venir vers le palais de justice. Nous, on a continué notre chemin. On a appelé nos enfants. Ma femme, elle les a téléphonés, elle leur a demandé de préparer un peu de linge, de se préparer, de s'en aller à une autre adresse qui n'était pas loin chez des amis. On est arrivé, on a changé la voiture, on a pris le Ford Escape parce que c'était un VUS. On a pris notre chien, on a pris nos choses, puis on est parti. C'était à la fête de notre fils, Alec. On a quitté Québec vers environ 10h30, 11h le soir. Alors, on a prié fort pour ne pas croiser une voiture de police. On avait tellement peur de les croiser. On a prié. On s'est rendu jusqu'à Ottawa. On a roulé le plus loin qu'on pouvait. On s'est couché dans un petit parc en arrière. On avait stationné la voiture. On était se coucher là. On a décidé de retourner vers Toronto pour aller vers de la famille qu'on a à Toronto, qui a eu des petites résistances à vouloir nous aider parce qu'ils ont eu peur d'être accusés de complicité d'enlèvement ou ces choses-là. Puis, pogne la chienne, on décide d'aller à Winnipeg. On voulait rencontrer les journalistes à Winnipeg. On cogne à la porte. Avant de rentrer, on fait la petite vidéo qui devient virale. Il n'y a pas personne, il n'y a rien. On rembarque dans la voiture, on s'en va vers Winnipeg Beach, la ville. On dort là. Le lendemain matin, on se réveille. Ma femme, elle me regarde, elle fait « Ah, on ne peut pas faire ça. » Fait qu'on va déjeuner toute la gang ensemble. On prend une décision de famille. Là, on parle. On se dit, on peut être des fugitifs toute notre vie ou bien sinon, on peut essayer d'établir notre vie. Fait qu'on prend la décision d'aller voir la GRC. À cet endroit-là, on rencontre la caporale Bilodeau. Ça nous a enlevé la plus grosse pression. Au début, on a eu peur. On lui a montré toutes nos preuves. On lui a expliqué notre histoire en détail. On lui a fait entendre les audios. Puis quand elle a entendu les audios, là, elle nous a regardé, genre, hein? Puis elle a fait, je peux-tu téléphoner à cette lieutenant de police-là? Je dis, oui. Elle dit, parfait. Puis elle l'appelle. Fait qu'elle pose plein de questions. Elle vient nous revoir. Elle fait, il n'y a rien, là. C'est du civil. Oui, je ne peux pas rien faire contre vous, là. Il n'y a rien de criminel. Puis ils ont l'air d'être plus fâchés parce que vous êtes partis d'autres choses, parce qu'ils n'ont rien. Fait qu'elle nous a dit que la superviseure de cette lieutenant-là l'avait rappelé. Puis quand la caporale posait des questions, si la DPJ avait quelque chose, s'il y avait quoi que ce soit, c'était juste, non, ils n'ont rien. On est en attente là, pour voir s'ils sont capables d'avoir quelque chose. S'ils sont capables d'avoir quelque chose. La caporale est venue nous voir et elle nous a dit, vous êtes libre. Vous n'allez pas à vous inquiéter. S'ils sont pour déposer des accusations criminelles, quoi que ce soit, je vais t'appeler, là, mais ils n'ont rien. Fait que tu es libre, tu peux t'installer. Elle nous a expliqué comment ça marchait au Manitoba. Elle nous a dit que ici, l'enseignement à la maison, là, c'était vraiment comme très ouvert. On était libre. On pouvait faire beaucoup de choses pour aider nos enfants. On est redescendu vers Richer, un petit campement là-bas. Puis c'est là que tout a pris un peu. On s'est fait aider par le propriétaire. Lui et sa femme, ils nous ont fourni une tente pour qu'on puisse dormir, un convertisseur pour pouvoir avoir de l'électricité. Ils ont mis un endroit qu'on pouvait avoir de l'eau, puis ils nous ont loué ça vraiment pas cher. Il y avait une plage, les enfants ont pu en profiter, puis même le lendemain, quand il a fallu aller, dans le fond, acheter de la nourriture au lieu de manger du restaurant, le propriétaire s'est proposé de surveiller les enfants pour qu'ils puissent continuer de se baigner. C'était vraiment cool. On a été vraiment bien traités. On a rencontré un couple de chrétiens qui sont venus nous aider. Grâce à eux, on va avoir une maison prochainement. Là, ils sont en train de finaliser les réparations. Fait qu'on va avoir une belle petite maison ici à louer à côté de Sainte-Anne. Fait qu'on va être dans un village francophone. Il y a beaucoup d'emplois. On a même proposé de devenir premier répondant ici, ces services incendies, pour pouvoir intervenir sur les autoroutes. Fait quand même, tout s'est placé malgré tout. Là. Fait que là, présentement, il nous reste juste le combat à faire arrêter là, ce qui se passe là, au Québec. A lot of
of you guys want to support Ribbon News, support freedom of speech, and support the freedom here, not just in Canada, but everywhere around the world. And as you know, Ribbon News is one of the independent media who are showing you the other side of the story. And I know that a lot of you want to support us. And if you want to represent as well us, you can go to ribbonnewsstore.com, and we have so much merch, like this kind of shirt that you can wear, and you can use the code SUMMER. And when you buy 2 unisex shirts, you get 1 for free, and we ship everywhere around the world for free. So if you want to support our journalism, it's one of the nice options, and in the same time, you get to please yourself with one of the nice merch that we have. Thanks.